Rufisque, 5h47 du matin, le ciel est encore gris de sommeil. L'horizon hésite entre la nuit et l'aube, et la mer, qu'on devine au loin, souffle par vagues lentes une brume tiède qui s'accroche aux tôles, aux peaux, aux souvenirs. Dans les ruelles sablonneuses, bordées de maisons à moitié effondrées, quelques chiens errants cherchent un reste de vie. Une radio crache une sourate dans le lointain, comme pour rappeler que même ici, le matin tient parole. Garé sous un vieux manguier tordu, un taxi 504 break d'or penché sur un flanc comme un animal blessé. La peinture jaune a viré à l'ocre, rongée par les années, le sel et l'oubli. Le pare-brise est fêlé, les pneus fatigués. Une portière est maintenue par un bout de fil de fer. Mais malgré tout ça, chaque matin, il démarre. Il résiste. Et chaque matin, El Hadji Saliou, 63 ans, monte à bord comme un homme qui revient visiter un fantôme. Il s'assoit lentement, comme on entre dans une mosquée, c'est silencieuse. Il replace son bonnet noir, lisse sa vieille chemise grise, ajuste le petit miroir qui pend du rétroviseur. Puis, sans dire un mot, il insère la clé. Le moteur gémit, hésite, tout saute. Puis, dans un râle profond, il rugit. Une odeur d'essence et d'huile brûlée emplit l'air. Il sourit. Alhamdoulilah. Chaque bruit du moteur est un battement de cœur, chaque vibration une prière. El Hadji ne conduit pas juste un taxi. Il conduit son passé, ses regrets, ses morts, son histoire. Autrefois, dans ce même taxi, flambant neuf à l'époque, il emmenait des hommes en costume vers des ministères, des notables vers des mariages, des imams vers les mosquées. Il était respecté, il était quelqu'un. Mais les temps ont tourné, le pays a changé, et lui il est resté, fidèle, seul. Il vit dans une pièce derrière la gare routière, avec un matelas à même le sol, un Coran usé et une photo de sa femme décédée. Parti en silence, il y a cancer des os. Il n'a jamais repris le volant pendant 1 an après ça. Mais un jour, le taxi a redémarré. Et depuis, il n'a plus arrêté. Ce matin-là, il n'attendait personne. Mais une silhouette l'attendait. Elle était là, au bout de la rue, immobile, droite. Une jeune femme, enveloppée d'un voile noir, tenant un sac de voyage élimé. Elle semblait sortie d'un rêve ou d'un cauchemar. Trop calme, trop précise. Elle s'approche sans un mot. « Tu vas où, ma fille ?» demande-t-il. « Je cherche un endroit qu'on n'oublie pas. » Elle monte à l'arrière, referme doucement la porte, ne le regarde pas, ne parle plus. Dans le rétroviseur, ses yeux sont perdus dans un monde qu'il ne connaît pas. El Hadji fronce les sourcils. Il connaît les regards lourds, les silences trop longs. Il sent quand une âme transporte une histoire. Le moteur grogne de nouveau. Le taxi s'ébranle, s'enfonce dans les rues de Rufisque, puis file vers la nationale. Le soleil perce à peine les nuages, les pneus crissent sur le sable mouillé. Et pendant que la ville s'éveille lentement, quelque chose d'étrange commence. Ce matin-là, ce n'est pas juste une course. Ce n'est pas une passagère comme les autres. Ce n'est peut-être même pas un hasard. Le dernier taxi de Rufisque a repris la route, mais cette fois, c'est le passé qui l'attend au tournant. La route est longue et droite, bordée d'arbres maigres et de carcasses de voitures oubliées. Rufisque est déjà loin derrière. Le vieux taxi grince à chaque bosse, mais avance, tenace, comme s'il cherchait lui aussi quelque chose qu'il avait perdu. El Hadji jette de temps à autre un regard dans le rétroviseur. La jeune femme ne dit rien. Elle ne dort pas non plus. Elle regarde le paysage défiler comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu veux aller jusqu'où » Pas de réponse. Il insiste, plus doucement. « Tu veux que je t'amène où, exactement ?» Elle finit par murmurer presque inaudible, là où on se souvient de ceux qu'on préfère oublier. Un frisson lui remonte la colonne, pas à cause de ses mots, mais de la manière dont elle les dit. Une voix posée, grave, presque ancienne. Il décide de ne pas poser plus de questions. Il en a vu d'autres, des gens cabossés, fuyants, hantés. Mais elle a quelque chose de différent, comme si elle ne venait pas d'ici, ni de ce monde, ni de cette époque. Il tente de meubler le silence avec la radio. Une émission religieuse parle de djinns, d'âmes errantes, de pactes oubliés. Il change de station aussitôt, puis remet les doigts sur le volant. 2 fois, 3 fois. Tic, tic, tic. Une vieille habitude quand il est nerveux. Il pense à sa femme. Mamkoumba. Elle aussi, elle aimait le silence, mais pas ce genre de silence. Celui-là est lourd. Il pèse dans la cabine comme un secret trop grand pour rester assis. Il passe un petit village, des enfants les saluent. El Hadji klaxonne par réflexe, puis se reprend. Le klaxon ne marche pas.
Et pourtant, les enfants rient et courent vers le taxi, comme s'ils l'avaient entendu. Impossible. Ou alors, non. Ils se concentrent sur la route. À l'entrée de Bargny, elle parle enfin d'un ton neutre. Tu savais qu'ici, il y avait autrefois un cimetière englouti par la mer. Des tombes effacées par les vagues. Des noms qu'on a laissés disparaître. Il la regarde brièvement, surpris. « Comment tu sais ça ?»« J'y suis déjà venu. Mais pas en voiture. » Une pause. Elle sourit pour la première fois, mais c'est un sourire qui ne rassure pas. C'est un sourire qui sent le vent de la côte, le sable mouillé, les choses non dites. El Hadji ralentit. Il veut parler. Il veut comprendre. Mais quelque chose en lui dit de ne pas forcer, de rouler. Juste rouler. Il lève les yeux vers le ciel. Les nuages sont plus bas, plus sombres. Un orage se prépare, mais pas un orage ordinaire, un de ceux qui réveillent les choses oubliées. Les routes deviennent plus désertes, les arbres plus tordus, l'air plus épais. La jeune femme ferme les yeux. « Je dois revenir là où il m'a laissé, là où j'ai perdu mon nom. » El Hadji serre le volant. « Qui ça ?» demande-t-il. Elle ne répond pas, mais dans le coffre, quelque chose cliquette, comme si un objet s'était mis à bouger tout seul. La route serpente, étroite, comme si elle hésitait à les laisser passer. Autour d'eux, le paysage change. Moins de maisons, plus de silence, un silence dense, organique, trop vivant. El Hadji roule, concentré sur la route. Ses doigts tapotent le volant, il évite de trop penser. Il s'accroche au présent, au ronronnement du moteur, au grincement familier de la boîte de vitesse. Mais son esprit, lui, commence à dériver. Elle ne m'a toujours pas dit son nom, ni où elle va exactement. Elle parle comme si elle savait des choses que moi-même j'ai oubliées. Il sent le regard de la jeune femme derrière lui. Pas insistant, présent, trop présent. Puis, un bruit, sec, tranchant, venu du coffre. Clac, clink, il sursaute, le moteur tousse, il freine net, le taxi s'arrête au bord d'un sentier rouge entre deux talus envahis de mauvaises herbes. Bismillah. Il reste figé quelques secondes, les deux mains crispées sur le volant. « T'as entendu ?» Silence. Puis elle répond, sans émotion. Il bouge parfois quand on approche. Ces mots ne devraient rien signifier. Et pourtant, dans sa bouche, ils prennent une gravité inquiétante. El Hadji sort de la voiture. L'air est lourd, saturé d'humidité. Le ciel s'est couvert d'un gris sale, presque métallique. Le vent s'est levé. Un vent chaud, sec, qui gifle la peau comme une menace. Il avance vers l'arrière du taxi. Son cœur bat plus vite, sans raison apparente. Il ouvre le coffre. Lentement, le grincement des gonds lui déchire les nerfs. À l'intérieur, parmi les outils, le vieux bidon de secours, une roue de secours aplatie, un chapelet, posé là, simple, en bois foncé, usé, mais parfaitement reconnaissable. El Hadji blêmit, ses doigts effleurent les perles. Il sait ce qu'il tient. Ce chapelet appartenait à son frère cadet, Mohamed, celui qui avait disparu après cette fameuse nuit. Il se souvient, il ne veut pas, mais ça revient. Une dispute, une gifle, une colère, et puis plus rien. Un lit vide, un silence dans la maison, des recherches, des rumeurs, un corps jamais retrouvé. Et ce chapelet, il l'avait vu tomber ce soir-là dans la poussière du salon. Une perle manquait déjà. El Hadji recule d'un pas, comme frappé au ventre. Le vent siffle dans les branches tordues autour de lui. Il revient à l'avant, le chapelet en main. Ouvre la portière brusquement. « Où t'as eu ça ?» Elle lève les yeux. Elle le regarde vraiment pour la première fois. Pas avec surprise, ni peur, avec une douleur familière, comme si elle attendait cette question depuis longtemps. Ce n'est pas à moi, c'est à lui. C'est lui qui l'a laissé là où tu l'as oublié. Il fronce les sourcils, les yeux brillants. Tu parles de qui? Tu veux quoi? Elle détourne à peine le regard vers l'horizon. Il n'est jamais parti, El Hadji. C'est toi qui n'as pas voulu voir. Un grondement au loin. Le tonnerre. Mais le ciel est encore sec. Pas de pluie, juste un frisson dans l'air. Dans le coffre, les outils cliquettent de nouveau, comme si une main invisible fouillait. El Hadji referme les yeux. Il inspire profondément. Ce n'est pas possible, je deviens fou. Mais non, le chapelet est bien là dans sa main, et elle n'a pas peur. Elle sait. Des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Il redémarre, les mains tremblantes, le cœur au bord des lèvres. Le moteur rugit, rauque, inquiet. Et le vieux taxi reprend la route vers un passé qu'il croyait enterré. Derrière lui, dans le rétro, les yeux de la passagère brillent.
non pas d'un éclat humain, mais d'un éclat ancien. Tundu, le village effacé. Il roule encore longtemps sans parler. Les arbres s'éloignent, les maisons se raréfient, la route devient plus étroite, plus sauvage, à gauche une ligne de palétuviers morts, à droite des champs d'arachides abandonnés avalés par les herbes hautes. El Hadji reconnaît ses terres, son cœur se serre. Tundu, un ancien hameau près de la lagune, un village qui n'apparaît plus sur les cartes depuis quoi 20 ans 30 On disait que le sel avait tout rongé, mais ce n'est pas le sel. C'est le silence. La jeune femme pose doucement une main sur la portière. C'est ici. El Hadji freine. Le taxi s'arrête au bord d'un sentier rouge, à peine visible. Pas de panneau, pas de traces de vie. Juste une brise étrange, chaude et froide à la fois. Il coupe le moteur, et le silence est total. Il sort. L'air est plus lourd ici, presque électrique. Devant eux, une allée de baobabs maigres. Plus loin, des ruines, 3 maisons effondrées, un puits bouché, des murs qui tiennent debout par miracle. Mais ce n'est pas ça qui le fait trembler, c'est la sensation de déjà-vu, son frère, sa mère. Des rires d'enfants dans la poussière, une scène floue, ancienne mais vivace. Il avance lentement, un pas, 2, 3, puis il s'arrête net, là au pied d'un arbre, à demi caché par les feuilles. Une tombe. Sans nom, juste une pierre dressée, et sur cette pierre, gravée maladroitement, une lettre à moitié effacée. Ses jambes se dérobent presque. Mon Dieu, Mohamed! La jeune femme est restée en arrière immobile, elle murmure. Il n'a jamais quitté ce village. Ce jour-là, après la dispute, il est revenu ici. Seul. Il voulait vous attendre, mais personne n'est venu. El Hadji recule d'un pas, les yeux embués. Non, c'est pas possible. J'ai cherché, j'ai retourné la ville. Tu as cherché là où c'était plus facile, pas là où tu aurais dû. Un silence. Pas un silence vide, un silence accusateur. Il se retourne vers elle, la gorge nouée. « Qui es-tu? Comment tu sais tout ça ?» Elle s'avance enfin, lentement, comme une vérité qui se révèle sans se presser. « Je suis venu pour te ramener à lui, pour que tu ouvres les yeux, pour que tu ne termines pas ta vie à fuir ce que tu as laissé derrière. » Puis elle pose doucement le chapelet sur la pierre. Le vent s'arrête, le temps se suspend, et dans l'air, une odeur étrange, de bois brûlé, de savon noir, de souvenirs mouillés. El Hadji tombe à genoux. Il pleure. Pas de honte, pas de bruit. Juste un homme qui s'effondre devant la mémoire qu'il avait enterrée lui-même. La lumière baisse alors qu'il n'est même pas midi. Le ciel s'est assombri sans prévenir. Le vent souffle par rafales, tournant sur lui-même, comme s'il cherchait quelque chose à emporter. El Hadji reste agenouillé devant la tombe. Ses larmes coulent sans bruit. Ce ne sont pas seulement des larmes de peine, c'est la honte, la culpabilité, et cette sensation étrange d'être observée. La jeune femme s'est éloignée. Elle marche lentement vers les ruines d'une vieille maison, son pas sûr, comme si elle connaissait les lieux. El Hadji se redresse et la suit, le souffle court, la tête lourde. En passant devant un puits bouché, il s'arrête net. Il reconnaît ce puits. Il y a très longtemps, il y avait une corde tressée, un seau en métal, et une vieille femme qui veillait toujours à ce qu'on ne joue pas trop près. Et cette femme, elle est là, assise sur une pierre couverte d'un grand tissu blanc. Ses yeux sont mi-clos, mais elle parle avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Tu es revenu, Saliou, mais il est trop tard pour les vivants. » Sa voix est râpeuse, tremblante, mais pleine de ce savoir ancien que les gens fuient aujourd'hui. El Hadji s'approche, lentement. « Mère Diariatou, c'est bien vous ?» Elle ne répond pas tout de suite. Elle lève une main ridée et montre la tombe de Mohamed. « Il a attendu chaque jour jusqu'au dernier, et même après. Il pensait que tu viendrais. Tu avais promis, tu te souviens ?» El Hadji ferme les yeux. Il se souvient. Une promesse d'enfance, une parole donnée au bord du puits. « Si jamais tu te perds, je reviendrai te chercher ici. » Mais il n'est jamais revenu. Il avait tourné la page, refoulé le chagrin. Et maintenant, le passé le rattrape. « Pourquoi personne ne m'a dit qu'il était là ?» crie-t-il, la gorge cassée. « Tu ne voulais pas entendre, tu ne posais pas les bonnes questions. » Elle le regarde, fixement. « Mais maintenant que tu es là, tu dois faire ce qu'il faut. »« Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle désigne la jeune femme. « Elle t'a guidé jusqu'ici, mais ce n'est pas terminé. Tu dois le ramener, tu dois l'honorer. Sinon, ce taxi ne te mènera plus part. » Une rafale de vent balaye les feuilles sèches.
La poussière se soulève. La voix de la vieille se fait presque inaudible, avalée par les bourrasques. Tu n'es pas le seul à rouler avec des morts dans le coffre. Elle ferme les yeux, ne dit plus rien. El-Hadji recule d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Ramener qui? Où? Comment? Il se tourne vers la jeune femme, mais elle a disparu. Seuls restent les arbres, le vent, la tombe, et le vieux taxi dont le moteur vient de se remettre à vibrer. Tout seul. Le moteur tourne seul, un son rauque inhabituel, comme s'il appelait, comme s'il attendait. El-Hadji s'approche, lentement. Il monte dans le taxi, le siège grince sous son poids. Il ne comprend pas ce qu'il fait, mais il sait qu'il doit partir, continuer, terminer. La jeune femme n'est plus là, mais sur le siège passager, le chapelet y est posé, droit comme un guide. Sans réfléchir, il démarre. Il ne sait pas vers où, il ne suit aucune route. Il laisse le taxi choisir. La voiture serpente à travers la brousse, contourne des arbres, roule sur des pistes oubliées. Le ciel s'est ouvert, non pas pour pleurer, mais pour regarder. Une clarté étrange baigne le monde. Puis, une clairière. Au milieu, une petite bâtisse blanche, sans porte, juste un rideau de tissu suspendu. Il s'arrête, coupe le moteur. Un silence parfait. Il descend, s'approche, son cœur bat, il sent une présence derrière le rideau. Quelqu'un, quelque chose. Il écarte doucement le tissu. À l'intérieur, rien, ou presque. Un coussin au sol, une lampe à huile encore chaude. Et au mur, suspendu par une ficelle, une photo. 2 enfants, lui et son frère Mohamed, assis au bord du puits, leurs promesses encore accrochées à leur sourire. El-Hadji tombe à genoux, les mains tremblantes. « Je suis là, Mohamed. Je suis là, mon frère. Je suis désolé. Pardonne-moi. » Et dans l'air, une chaleur douce, un souffle, une paix. Quand il sort de la bâtisse, le taxi ne fait plus de bruit. Il est là, immobile, comme s'il avait accompli sa tâche. Sur le pare-brise, déposé sans bruit, une fleur de baobab. Et dans le ciel, les premiers rayons d'un soleil apaisé. El-Hadji remonte dans le véhicule, il prend le chapelet, le serre fort. Il redémarre, cette fois, le moteur ronronne comme un chat repu. Et il reprend la route, vers Rufisque, vers la vie. Mais dans le rétroviseur, un dernier regard, un sourire silencieux. La passagère est revenue, elle le regarde, puis disparaît. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuez l'aventure avec nous.